Voilà, excusez-moi. Voilà, Voilà, excusez-moi. Effectivement, on a eu un petit problème de son apparemment sur la vidéo, mais en tout cas, vous avez pu voir les images. Toutes mes excuses. Voilà, effectivement, on a un beau programme aujourd'hui à vous proposer sur ce webinaire. Voilà, vous le voyez ici. Donc, pour vous rappeler donc, rapidement sur le chat, vous pouvez poser vos questions. Il y a Misbah qui travaille avec nous au groupement Paix et Formation, qui s'occupe de vous. Voilà, elle est ici avec moi. Misbah est donc sur le chat pour répondre à vos questions et puis pour les collecter de manière à faire un échange à la fin du webinaire avec nos invités. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à interagir pour que ce soit le plus interactif possible. Voilà, merci beaucoup et merci Misbah. Un grand merci pour tout ton travail. L'organisation d'un webinaire, c'est beaucoup de travail. Voilà, donc Misbah qui est à tout ce qui est au niveau de la communication, des envois, des mails. Voilà, c'est elle qui vous a contacté. Donc, un grand merci. J'aimerais remercier aussi et féliciter Maxime qui a également beaucoup travaillé sur tout ce qui est la communication sur les réseaux sociaux, qui a créé notamment ces vidéos. Donc, encore une fois, un grand merci qui est en stage chez nous. Donc, un grand merci Maxime également. Et bien sûr, nos invités, voilà, des invités extraordinaires. Je suis vraiment très, très, très content qu'ils ont, disons, accepté notre invitation. Donc voilà le programme. On va commencer effectivement d'abord avec une rencontre avec Béax. Voilà, Béax qui est artiste peintre en France et qui va vous présenter son travail et puis que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Turquie, à l'université d'été. On en reparlera peut-être par la suite. Ensuite, on va avoir un partage d'expérience avec des apprenants du Liban, de l'association Aleph, hein, de l'association des professeurs de français, qui ont monté un projet de concours national sur la BD. Et donc, on a la chance d'avoir des jeunes qui vont partager leur expérience. Nous continuons avec Claudine Loken, qui est artiste peintre également en France. Voilà, avec de très belles créations. Elle va nous parler de son travail. Hein, et voilà, donc sous forme d'échange, hein, de discussion. Et puis Evelyne Mazaillon, directrice de InArt, va nous présenter également le travail qu'elle réalise chez InArt, hein, et aussi en collaboration avec Festifleux, puisque nous travaillons ensemble pour le Festifleux sur Paris, le stage d'été que nous proposons en août, en pleine immersion à Paris, et donc en présentiel bien sûr. Et je terminerai avec un court atelier sur l'exploration de l'adaptation artistique, hein, d'un art à l'autre, des petites voilà, des propositions concrètes et ludiques, hein, pour vos classes. Voilà pour le programme. Et puis, on terminera 10 minutes d'échange de questions-réponses. Ce webinaire sera également accessible en replay. Alors sachez que je sais que c'est souvent une demande qu'on nous pose, est-ce qu'on aura des attestations de participation? Malheureusement, non sur ce type de grand webinaire monde parce que vous êtes très nombreux et on est une toute petite équipe. Donc c'est vraiment difficile pour nous d'envoyer autant d'attestations. Par contre, sachez que vous avez des attestations sur tous les ateliers en ligne que nous proposons sur notre site. Hein. Tous les mois, vous avez à peu près 3 ateliers dynamiques, pratiques, avec plein d'activités concrètes. Et là, effectivement, vous avez des attestations. Également lors des stages, donc Festifleux en France, hein, bien évidemment. Voilà, donc ce webinaire s'organise dans le cadre des journées Festifleux. Et donc Festifleux, en quelques mots, c'est un programme de formation pour les enseignants. Donc on vous propose des stages tout au long de l'année, bien sûr, mais on vous propose aussi des stages d'été où vous pouvez aller en pleine immersion dans un festival, notamment le Festival d'Avignon en juillet, ou le Festival des Francopholies de La Rochelle également en juillet, et puis à Paris en août avec InArt, une immersion culturelle, voilà, à la découverte de Paris à travers l'art. Et c'est vrai que très souvent, j'ai reçu des demandes
de professeurs qui me disaient, bon, on aimerait beaucoup venir, mais c'est compliqué, on ne peut pas, c'est loin, etc. Est-ce que vous pourriez faire un festifleux en ligne? Et ma réponse habituellement, c'était, c'est un peu compliqué parce que tout le concept de festifleux, c'est d'être en immersion, justement, dans le festival, avec la rencontre avec des artistes, etc. Et puis finalement, on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut faire en ligne. Eh bien, c'est peut-être pas le festival, parce qu'on n'a pas de festival là autour de nous, mais c'est cette rencontre qui est très importante dans nos stages, dans nos séjours, c'est la rencontre avec les artistes. Le fait de rencontrer des artistes, d'aller à leur rencontre. Les artistes, très souvent, viennent aussi dans la salle de formation, et on a ces moments de partage, on a ces moments d'échange et de découverte. Et ça, oui, c'est complètement possible de le faire en ligne avec vous. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu créer ces journées de Festifleux en ligne. Voilà, donc on va commencer tout de suite hein, avec euh, notre première invitée, hein, euh, Béatrix. Voilà, si tu veux bien allumer ton micro et ta caméra. Voilà. Voilà, bonjour Béatrix. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et je vous remercie pour cette invitation parce que je suis très bien entourée, on dirait. Ah ben oui, on est une belle famille artistique. Merci Béatrix, on s'est rencontrés hein, À Izmir, effectivement à Izmir, voilà, lors de l'université d'été. Hein, voilà, aussi une belle formation d'été tout également. à fait. Et tu travaillais justement pour les enseignants sur ces thématiques autour de l'art, autour de la peinture. Voilà, et moi j'ai trouvé ça magnifique ce que tu proposais. On a pas mal échangé aussi après par la suite. Voilà, en un mot, pour faire une petite bio, parce qu'on l'a préparé, hein, voilà, donc Béatrix Vincent, peintre, autodidacte, engagée, Béax, de ton nom d'artiste, s'inspire notamment du street art hein, pour ses œuvres. Elle réalise des portraits de femmes, Angelina Davis, Simone de Beauvoir, Rosa Parks. Comme elle, ce sont des femmes engagées. Sa démarche artistique cherche à apporter de la diversité et grâce à son métier, elle soutient également des œuvres caritatives notamment contre le cancer, hein, le cancer du sein. C'est ça. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, la soutenir, sachez que Béax expose actuellement à l'exposition Bax hein, jusqu'au 22 avril à Montpellier. Voilà. Donc Béax, je te laisse la parole. Encore une fois, un grand merci. Merci, merci. Donc, je vais me présenter tout d'abord en quelques mots et puis ensuite, je partagerai mon écran pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle plus concrètement. Donc, voilà, je m'appelle Béatrix Vincent. Mon nom d'artiste, c'est Béax. Tout simplement parce que ben, Béatrix ça a une petite singularité. C'est pas très courant en France d'avoir ce prénom qui se termine par un X. C'est plutôt Béatrice qui est courant. Et tout le monde m'appelle par mon diminutif qui est Béa. Voilà, donc BA plus le X auquel je tiens, ça fait Béax. Voilà, je suis donc autodidacte, comme vous le disait Adrien. Je peins à titre professionnel depuis 11 12 ans. En fait, j'ai toujours peint, mais c'était du loisir. Et puis, m'est arrivé une rupture dans mon parcours de vie. Voilà, comme ça arrive à de nombreuses personnes, j'ai contracté un cancer. Et ce n'est pas triste de dire ça, puisqu'il en est sorti aussi de belles choses, même si ça a été une traversée du désert. Voilà. Et finalement, ça m'a permis aussi, c'est une sorte de résilience, hein, puisque ça m'a permis de passer du côté des aidants et plus que du côté des aidés. Parce que grâce à mon art, finalement, alors d'abord, je peignais sur des tout petits formats et puis euh, j'ai pris un peu plus d'espace, euh, bon an, mal an. Et puis j'ai commencé à faire des expositions et on m'a proposé de les mettre en vente, mes tableaux. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être ça l'idée, c'est de faire de l'art solidaire, c'est-à-dire de vendre mes œuvres au profit d'associations comme Étincelle Occitanie ou la Ligue contre le cancer, qui participent à aider la recherche et puis les malades.
Et voilà, je leur dois beaucoup. Je ressens beaucoup de gratitude envers eux. Donc, c'est pour ça que je continue, voilà, depuis 11 ans, à vendre mes tableaux pour les soutenir. Donc, je me fais du bien et je fais du bien en même temps aux autres, ce qui est quand même fort agréable. Je vais partager maintenant mon écran pour que vous voyez plus concrètement, voilà, ce dont je vous parle. Adrien, tu peux me confirmer que on voit bien? Oui, tout est parfait. Hein. Voilà. Alors, je vais donc aborder mon travail et ma démarche par un angle particulier qui est le dialogue entre l'écriture et la peinture dans ma pratique artistique. Parce que c'est vrai que, pas toujours, mais souvent, j'inclus des mots ou alors je joue avec les mots dans le titre de mes œuvres. Donc, comme le disait Adrien tout à l'heure, mes influences sont le street art et notamment le stencil art. Donc, c'est l'art du pochoir et le writing qui est l'écriture hein, qui s'intègre au tableau. Et puis la BD également, le pop art. Et donc, je fais tomber un petit peu les cloisons et je fais dialoguer tout ça dans un joyeux métissage. Je m'inspire aussi de mon amour des langues étrangères, puisque je suis linguiste à la base. J'ai vécu 2 ans en Allemagne, une année au Cameroun, et puis j'aime beaucoup voyager. Voilà. Donc la place de l'écrit dans mes tableaux, elle est envisagée dans une triple dimension. Le signifiant, c'est-à-dire ce qu'on entend, le signifié, l'idée de ce que les mots veulent dire, et puis le signe graphique également. Donc, par exemple, j'utilise parfois des mots pour assurer une zone de gris et la rendre ainsi plus foncée. Je vais étirer les lettres, les déformer et vous allez voir ce que ça donne. Alors là, peut-être vous ne voyez pas bien les détails, mais dans la zone de gris clair, il y a des mots qui sont étirés. Donc, il y a une sorte de deuxième lecture, si vous voulez. Il y a une première vision d'ensemble du tableau. Et puis ensuite, on peut aller un peu plus s'approcher et découvrir des mots un peu déformés. Donc là, ce sont les Trois Grâces parce que je suis du sud de la France, de Montpellier. Et nous avons une place emblématique qui s'appelle la place de la Comédie, surmontée d'une statue des Trois Grâces. Ce sont trois femmes gracieuses qui s'appellent Euphrosyne, Thalie et je ne me souviens plus du nom de la troisième. Euphrosyne, Thalie et Aglaé. Voilà, ça me revient. Les voilà en format paysage. Là, peut-être vous percevez davantage les écritures qui sont dans les zones de gris clair. Et voilà un détail où là, on voit effectivement quelques lettres apparaître. Ici, c'est la même chose. Là, je me suis inspirée notamment d'une affiche de Shepard Fairey avec le Make Art Not War que j'ai repris. Et puis, j'ai peint une femme, une fémène, avec sa couronne de fleurs aux couleurs du drapeau ukrainien, donc jaune et bleu. Et dans le gris clair du visage, là, on peut lire une citation d'Henri Matisse. Euh, Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Voilà ce qu'avait dit Henri Matisse. Ici, c'est un tableau sur la résilience euh, qui s'inspire d'un art japonais. En fait, c'est une métaphore. Vous voyez la branche de cerisier du Japon, là, elle est très brisée comme une fêlure, la cassure d'un vase, admettons, ou autre chose. Et l'art japonais, qui est une métaphore de la résilience, ça s'appelle le kitsugi, et ça consiste à réparer une céramique brisée avec de l'or. Ce qui fait que la céramique est ensuite plus précieuse une fois réparée qu'avant la casse. Donc voilà, c'est une façon métaphorique de dire que on peut faire de nos cicatrices des forces. Ici un détail, et vous voyez, on peut lire Sakura, qui veut dire, c'est la fleur du cerisier du Japon, qui est aussi
un symbole de beauté éphémère. Et ici, c'était plutôt une série sur la femme et le vin, parce que le vin est un domaine très masculin encore, même si ça tend à se féminiser peu à peu. Euh, voilà, donc, puis je me suis amusée avec le langage, parce que le langage qui décrit le vin, euh, il s'apparente à celui qui pourrait décrire une femme. On parle de bouche gourmande, de robe, de cuisses et de sensualité en quelque sorte. Voilà, et ça m'a amusé de jouer sur cette ambiguïté. Parfois, j'utilise des collages. Alors là, on le voit dans le fond de cette peinture, des coupures de journaux venus du monde entier avec des alphabets différents. Ici, il y a de l'arabe, il y a du coréen. Et là aussi, on est en plein métissage. Et je trouve que c'est intéressant. La croisée des arts, la croisée des écritures, à la fois le son des mots et la vision de la peinture. Et puis, il y a quelquefois du relief aussi, donc il y a un côté tactile dans certains de mes tableaux. Voilà, j'aime aussi jouer avec le mat et le brillant, et quelquefois dans mes fonds qui paraissent noirs unis, euh, avec certaine inclinaison de la lumière, on voit apparaître, si on change d'exposition, en deuxième lecture, toujours, des mots qui vont briller. Et ici, vous en voyez un exemple. Alors, j'ai essayé de le photographier pour que vous voyez de quoi je parle. À gauche, ce tableau qui s'appelle Sorry Angel. Et alors, on voit le ruban rose, qui est le symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et Sorry Angel, voilà, on le voit apparaître nettement sur la gauche. J'ai pris une inclinaison qui le faisait ressortir. Mais vous voyez que en haut et sur la droite, on le voit moins et parfois, selon comment la lumière rencontre le tableau, on va voir un fond complètement uni. C'est juste un jeu de mat et de brillant. Et sur la toile de droite, qui s'appelle Cheers, on voit de quelle manière ben, on peut dire chin-chin, en gros, en plein de langues. Et c'est écrit par-dessus à chaque fois, comme un palimpseste, comme euh, les murs qui vieillissent, qui reçoivent des collages d'affiches successives. Et voilà, et c'est le symbole du temps qui passe. Ici aussi, c'est Louis-tu qui est écrit à répétition, comme ça, pour une version du Petit Chaperon rouge qui a pris le dessus sur le loup. Là, j'ai revisité un petit peu les cartes à jouer en y apportant de la diversité. Et là, on voit une femme noire dans les cartes à jouer. Et je joue encore une fois sur les mots avec grandeur dame. Et dame n'est pas écrit D apostrophe A accent circonflexe M-E, mais dame comme une femme. Ici, pareil, dans le fond, nous avons une répétition de mots avec des évocations à la boîte de Pandore, à toutes les préoccupations que peuvent avoir les femmes qui étaient en première ligne pour la plupart au moment du Covid. Dans les chevelures, qui sont mon grand terrain de jeu, j'évoque aussi plusieurs champs lexicaux. Là, c'est une série qui s'appelle Neurones miroirs qui m'a inspirée, parce que vous savez que dans le cerveau, nous avons des neurones miroirs qui s'activent quand on voit euh, une émotion chez l'autre. Eh ben, les mêmes zones du cerveau chez nous s'activent. Et donc, je me suis dit, bon, ben, j'avais envie de peindre des grands éclats de rire pour justement qu'il y ait une contagion émotionnelle. Et là, vous voyez, c'est dans ces cheveux plumes que se trouvent des mots plus ou moins cachés. Parfois, donc, j'inclus des citations dans les chevelures, notamment dans ma série des Afro-dites. Ce sont les Afro-américaines qui ont marqué l'histoire. Elles ont lutté contre une double discrimination. Elles étaient à la fois discriminées parce qu'elles étaient des femmes et puis parce qu'elles étaient noires. Donc c'était un petit peu ce thème de l'intersectionnalité où il y a plusieurs luttes qui se rencontrent.
Et donc là, je cite Angela Davis, Bell Hooks, euh, Assata Shakur, voilà, Euh, beaucoup de féministes qui étaient dans ce combat-là. Ensuite, à la bande dessinée, j'emprunte un côté graphique, des grands aplats de couleurs saturées cernés de noir, et puis je fais des clins d'œil à des grands artistes qui ont marqué l'histoire. Ici, Roy Lichtenstein. Et je vais encore jouer avec le signifiant et le signifié, donc la sonorité des mots et leur sens. Par exemple, dans ma série Des chimères, où j'hybride une personnalité féminine avec un héros de la pop culture qui est souvent beaucoup plus connu que certaines femmes qui mériteraient de l'être. Et je fais des mots valises. Alors, le premier, là, c'est Actarus. Donc, Actarus, c'est le héros de pop culture Goldorak. Et russe, parce qu'il y a une matrioshka. Le deuxième, c'est Ulislandaise, parce que c'est à la fois une Islandaise Björk, la musicienne, et Ulysse 31. Ici, nous avons Inalbator. Alors, le héros de la pop culture, c'est Albator, bien sûr. Et la fémène, c'est Ina Shevchenko, voilà, avec sa couronne de fleurs. Là, nous avons Frida Vador, Frida Kahlo qui est hybridée avec Dark Vador. Et du coup, c'est pas je suis ton père, mais c'est je suis ta mère. Myriam Makeba, donc c'est Makebatman. Là, c'est Yodana Karina avec Maître Yoda et Anna Karina. Gisèle Halimi, Gisèle Halimi et Mickey. Et puis ici, c'est Playmobil, Billy Hallyday et un Playmobil. Voilà, et j'ai fait pareil pour d'autres toiles, notamment les mots passants, donc les mots MAUX qui passent, et puis Maupassant, Guy de Maupassant, qui est un grand auteur français. Là, c'est sa petite sœur, les Maupassant aussi. Et ici, c'est presque un escape game, puisque c'est une énigme. Dans le fond de la toile, il est écrit en lettres majuscules L-A-D-L, donc L a des L, 2, le chiffre 2, F-N-X, L a des L de phénix. Voilà. Et enfin, en faire une force, au lieu de en faire, F-A-I-R-E, une force, c'est en faire E-N-F-E-R, parce que, ben, comme disait Winston Churchill, si vous traversez l'enfer, continuez à marcher, ne vous arrêtez pas. Um, if you're going through hell, keep going. Parce qu'au bout d'un moment, ben, on entrevoit la sortie. Et puis voilà d'autres tableaux qui font des clins d'œil à Klimt avec je ne pense Covid entre nous, Covid et Covid. Ne me Klimt pas, c'était clin d'œil à Jacques Brel. Et puis je préfère de loin être près de toi. Voilà, d'autres mots où je mêle également de l'anglais parfois, de l'allemand. Ici, on arrive à lire dans le fond du tableau Apocalypse. C'était au moment où le Covid ben, cachait les bouches de tout le monde à cause des masques qu'on devait porter et on était en manque de sourires et de bisous. Donc voilà, c'était cette ambiance d'apocalypse, pardon. Et ici, Die kleine Fee Nix, c'est de l'allemand. Nix étant une sirène, et là c'est une petite sirène comme à Copenhague, mais qui est assise sur un grand crabe qui symbolise le cancer. Et voilà, elle a quand même des ailes et elle renaît de ses cendres. C'est la petite fée Nix, la petite fée sirène, Die kleine Phoenix. Et donc on entend aussi phénix. Là, un hommage aussi à toutes les langues. Et puis là, je joue avec l'anglais. Wine more time au lieu de one more time. No wine is innocent au lieu de no one is innocent.
Et là, une série sur la lucha libre, le catch mexicain avec Catch My Pain, Catch My Heart et My Heart, Dreamcatcher. Et voilà comment ces mots nourrissent mon propos, qui n'est de ne surtout pas essentialiser les femmes, de ne pas les réduire à des simples choses, à une coquille vide, à leur apparence. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'elles aient des choses à dire, qu'elles soient cérébrales, engagées. Et donc, c'est à la fois l'enveloppe, mais c'est aussi la lettre qu'il y a dedans qui m'intéresse. Voilà, pour respecter le temps, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Un grand merci, Béatrix, pour ta participation. Magnifique. Voilà, à la fois très personnelle et on voit toute ta passion à l'intérieur de ton œuvre. Voilà, on mettra bien sûr sur nos liens où te retrouver, comment te suivre pour retrouver tes tableaux. Beaucoup d'exploitation d'ailleurs, hein, un petit clin d'œil aux enseignants, aux collègues, beaucoup de choses que l'on peut faire à partir de ces œuvres en classe, hein, parce que tu joues énormément, on sent ce côté très ludique, voilà, autour des jeux de mots, autour du plurilinguisme très présent dans nos cours. D'ailleurs, on va travailler aussi sur le calligramme, par exemple, au Festival Oui, de Paris, hein, on y travaille, peut-être qu'Evelyne en parlera aussi. Donc, comment travailler ça également, beaucoup de choses. Donc, encore une fois, merci, un grand merci pour la richesse de ta présentation. Merci mais beaucoup. c'est moi qui te remercie. Merci. Et voilà, Béatrix restera pour après, si vous avez des questions à la fin du webinaire, on pourra faire des échanges. Très bien, alors c'est maintenant le tour de l'association Aleph au Liban, voilà, avec qui on collabore depuis pas mal d'années hein, maintenant. Je vous invite à activer vos micros. Voilà, beaucoup de formations ont été données, beaucoup de partages d'expériences, de concours, une association formidable qui fait énormément de choses. Voilà, donc on invite aujourd'hui des apprenants qui vont parler de leur bande dessinée qu'ils ont créée. Voilà, donc j'invite tout de suite Slimane à activer son micro et puis il sera accompagné, je crois, d'une collègue. Et il y a également son enseignante hein, et la présidente de l'association également ici. Slimane, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que c'était ce projet? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Slimane Chibri et je représente mon groupe composé de 5 élèves. Et nous avons eu la chance de participer à un concours de bande dessinée au sujet de la pollution. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment nous avons imaginé et réalisé notre BD. Très bien. Est-ce que tu veux Euh, que je montre ta BD dans un premier temps ou tu veux parler d'abord? On euh, peut la partager? j'ai pas le lien, pardon. Alors, je vais le faire. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Alors, je partage tout de suite. Voilà, hein, donc une des productions, il y a eu beaucoup de productions, hein, plusieurs, puisque c'est un concours national. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la thématique, hein, peut-être juste avant de lire la BD, la thématique, il y avait un thème, non, pour l'ensemble du concours? Nous avons choisi le thème de la pollution parce que c'est un problème urgent et visible partout dans le monde, surtout dans mon pays, le Liban. Et nous voulions aborder ce sujet de manière originale et captivante, plutôt que de simplement montrer les dégâts causés par la pollution. Euh, alors on a décidé de faire intervenir un extraterrestre qui vient à nous aider à nettoyer et à assainir la planète Terre au lieu de nous envahir. Voilà, dans l'année 2150. Hein, voilà, on a encore un petit peu de temps. Et alors, voilà ce qui se passe, euh, la Euh, rencontre. Il y a un alien qui décide de visiter la planète Terre. Et notre héros ici, il s'appelle Hassan. Il entend l'alien aboutir à la Terre et il va pas aller.
Il va pour voir c'est quoi ce son. Il se rencontre avec l'alien et l'alien s'introduit. Il dit qu'il veut visiter la Terre. Le héros Hassan, il lui dit, euh, il lui dit la Terre, comment elle est polluée et que c'était un mauvais choix de venir et de choisir la Terre pour la visiter. Alors l'alien décide de la nettoyer avec Hassan et plusieurs participants. Et il commence à nettoyer la planète. Et ensuite, l'alien, après avoir réussi la mission de assainir la Terre, et que la Terre est devenue une planète plus saine, bah, il décide de repartir dans l'espace. D'accord. Donc, il nous aura bien aidés alors, hein. Voilà, plutôt un ami, malgré la peur, on voit des autres personnes, hein, qui le jugent parce qu'il est extraterrestre et différent, et puis finalement, eh bien, il est là, bien sûr, pour aider. Alors, comment vous avez conçu ce scénario? Comment vous avez travaillé finalement que vous êtes 5 personnes, donc vous avez travaillé ensemble. Comment est-ce que vous avez mis en place ce projet? Est-ce que vous avez eu l'idée en classe? Est-ce que ça s'est étalé sur plusieurs séances? Comment ça s'est passé? Tout d'abord, c'est moi qui ai eu l'idée de faire intervenir les extraterrestres parce que dans mon enfance, j'adorais tout ce qui était en rapport avec l'espace, la vie extraterrestre et les aliens. Et j'ai proposé l'idée à mes collègues. Ils ont accepté et on parlait, on discutait comment on pourrait faire une idée originale avec l'intervention des extraterrestres dans la planète Terre. Ok. Euh, Et je voulais que des enfants qui lisent cette BD, par exemple, ils, pour faire, rendre une image positive des aliens, au lieu d'être, qui ait peur, qui ait peur des aliens, par exemple, parce que moi, j'adorais les aliens et je voudrais, leur donner une image plutôt positive, Mhm. euh, pour que les enfants puissent, peut-être penser comme moi à travers les extraterrestres, par exemple, et Ah, très bien, voilà. très bien. Et donc après, vous avez écrit les dialogues à plusieurs, c'est ça? Et comment Oui, vous on avez... a réparti les rôles. On a Ouais, réparti les rôles entre collègues, ceux qui fait les dessins et ceux qui met les dialogues, d'accord. au sujet aussi de la production du dialogue. Alors comment ça s'est fait, Et ce- les dessins? Parce on voit des personnages. Vous avez cherché des images, vous avez créé, vous avez utilisé l'intelligence artificielle peut-être? Vous avez dessiné vous-même? Comment ça s'est fait? non, un de mes collègues, il s'est aidé avec un peu de l'intelligence artificielle. Son D'accord. frère, il est euh, un designer graphique. Il lui a aidé, nous a beaucoup aidé sur les images. Et nous avons après mis les dialogues et nous avons d'une sorte fait que les images nous aident avec le dialogue pour que les messages ne soient pas trop longs dans la BD. D'accord, très bien, très très bien. Merci beaucoup pour cette participation. De Euh, rien, merci. ça serait bien d'entendre juste une petite phrase peut-être de l'enseignante, si elle est là. Voilà pour terminer. L'enseignante Sophie, pardon, Mariam, c'est ça? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour cette euh, activité à laquelle mes élèves ont participé avec un grand enthousiasme. Mhm, mhm. Euh, En fait, c'était pas un simple exercice ou une simple activité, c'était vraiment une expérience très riche Mhm. qui a favorisé euh, euh, leur talent. euh, On le voit, hein. Leur culture, leur travail, leur esprit d'équipe. Mhm. Ils ont beaucoup aimé le travail et c'était vraiment une expérience très riche. Merci Ouais. pour vous. Merci, ça fait très plaisir et c'est vrai qu'on voit en mettant en place des projets comme ça pédagogiques, les talents des élèves, parfois des talents inattendus et ça valorise à la fois, Oui. ça les valorise eux, puis ça valorise aussi ben, nos efforts, notre travail parce qu'on sait que monter un projet c'est beaucoup de temps. Voilà, moi ça me fait aussi très plaisir personnellement parce que on avait animé des formations sur la bande dessinée pour l'association, notamment
Nathanaël, qui est notre expert de bande dessinée dans le groupement, qui avait animé aussi des ateliers. Et donc, de voir des résultats, de voir que tous les enseignants se sont mis à la tâche et ont créé les BD, et de voir ces beaux résultats, ben, En fait, c'est émouvant. moi, tout simplement, j'ai juste essayé de les guider. Je les ai suivis, mais eux-mêmes, ils ont travaillé tout seuls, avec un D'accord. très grand enthousiasme. Super. Et ils ont vraiment pu exhiber leurs talents. Ouais, Moi-même, j'ai pu découvrir des talents cachés. C'est ouais, pour tout à cela que je vous fait. dis que vraiment, c'est très intéressant de faire de telles activités Tout et de à tels fait. projets. Super, merci. Encore un grand merci pour votre participation. Merci à l'ALEF du Liban qui est très présente sur ces webinaires, hein, sur les 3 webinaires. Donc encore une fois, un grand merci pour votre présence. On va passer à notre troisième invitée, Claudine Loken. Voilà, je suis très très heureux, Claudine, on a dit qu'on se tutoyait maintenant, alors que tu aies accepté notre invitation. Voilà, moi, ça a été un vrai coup de cœur quand j'ai découvert ton travail. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux quand on l'a présenté. Voilà, donc un grand merci pour ta présence. Claudine Loken est une artiste peintre normande, connue pour son style naïf, inspirée par des maîtres comme Mondigliani, Frida Kahlo. Elle a exposé ses œuvres dans de nombreux pays, dont la France, le Canada et le Japon. Son œuvre met en avant les femmes avec des thèmes comme des grands personnages féminins, Aliénor d'Aquitaine, Emma Bovary, et voilà, bien sûr aussi d'autres thématiques, hein, la sororité et la gémellité également présente dans son œuvre. Euh, donc voilà, encore une fois, un grand merci pour ta présence. Et donc, bien, voilà, c'était histoire de partager, d'échanger autour de cette expérience. Encore une fois, Festifleuse, c'est vraiment le but, c'est d'aller à la rencontre des artistes. Et donc, bah, on a la chance d'avoir Claudine avec nous. Donc, je vais te poser quelques questions dans un premier temps pour faire cet échange. Et puis ensuite, bien, les enseignants auront certainement d'autres questions aussi, tout comme Béax à la fin du webinaire. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter ton parcours, ta démarche, hein, ta technique pour notre public? Merci. Oui, bonjour Adrien, et puis bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravie également d'être parmi vous. Je suis très touchée par cette invitation et puis que vous soyez sensible à mon travail, parce que quand on est artiste, on aime qu'il y ait une sensibilité partagée. Alors, qui suis-je? Alors, je suis Claudine Loquet, je suis artiste peintre, je vis en Normandie, près de la mer, dans une petite ville près de Fécamp. L'élément marin, j'ai oublié de le dire, est très important pour moi. Je suis une cénomarine. Je suis née à Sainte-Adresse, en Normandie, D'accord. et j'ai vécu au Havre. J'y ai fait mes études. J'ai entrepris des études d'art plastique très jeune. Je ne suis plus très jeune, donc je dis que j'étais très jeune. À Rouen et au Havre, à l'époque c'était un bac à 7. Donc j'ai une formation au départ artistique. J'ai suivi les cours des beaux-arts. Mhm. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'art naïf, au départ, il est autodidacte. Mhm. Or, il y a eu une branche qui s'est départagée de cet art naïf, ce sont les primitifs modernes, c'est-à-dire ce sont des peintres qui peignent naïvement, mais qui ont quelques connaissances artistiques. Et en ce qui me concerne, j'ai désappris, puisque l'art naïf, c'est quand même un art de peintre autodidacte. Mhm. Qu'est-ce que l'art naïf? Ça, c'est vraiment une question importante. Voilà, tout à fait. Oui, c'est l'art, c'est un art instinctif, c'est un art populaire, c'est un art dit des peintres du dimanche. Il s'est fait connaître grâce au douanier Rousseau. En 1885, le douanier Rousseau expose aux indépendants. Il est raillé, il est moqué. Il vient avec cette très belle toile, le banquet, et beaucoup d'artistes commencent à rire. Seul Picasso, Paul Signac commencent à s'intéresser à son travail. Et il faut les années 1920 pour que cet art-là, l'art dit des pauvres, parce que c'est un Mhm. art populaire, ce sont des personnes, des peintres qui n'ont pas été à l'école, D'accord. qui n'ont pas de formation académique et qui peignent avec leur cœur. On les appelle les peintres du Sacré-Cœur, les peintres de l'instinct. Et
comme le cubisme, comme le surréalisme, il y a une espèce d'avènement et des choses nouvelles qui arrivent et on commence à reconnaître enfin cet art naïf. Et puis, les années 60 confortent un petit peu la découverte de cet art naïf. D'accord. Et donc Alors, pourquoi je... aujourd'hui, dans sa place actuelle, finalement, aujourd'hui, dans le marché de l'art actuel, il est présent, j'imagine que ça a évolué. Alors, ça a évolué toujours de manière un petit peu intime hein, avec cette forme d'art. Euh, il existe beaucoup de salons d'art naïf où les peintres naïfs peuvent exposer. J'ai créé donc en 2021 un groupe au Salon d'automne à Paris, un groupe naïf, parce que figurez-vous qu'il n'y avait pas encore de groupe d'art naïf au Salon d'automne. Donc D'accord. là, on est une trentaine d'artistes depuis 2021 à exposer au mois d'octobre, hein, puisque c'est le Mhm. Salon d'automne. Donc là, il y a eu plein de groupes qui ont commencé à se former, plein d'expositions, des festivals, les musées, bien sûr, hein, beaucoup de musées d'art naïf, le Mhm. musée de Magog au Canada, le musée de Vic en France, musée Jakowski, là j'en oublie, le musée d'art spontané en Belgique. Donc vraiment, c'est un art qui est sur le devant de la scène à l'heure actuelle, comme l'art brut, comme l'art singulier. Je fais quand même un parallèle, hein, puisqu'on est en triangulaire, hein, art brut, art singulier, art naïf et art modeste hein, aussi qui ressemblent, hein, se ressemblent, ils sont tous cousins. Voilà. Et puis ma démarche, bien sûr, c'est une démarche de mettre en avant les femmes oubliées, parce il y en a beaucoup. La gémellité aussi, un sujet qui me tient à cœur, puisque je suis jumelle, sœur jumelle et que voilà, c'était important de mettre en avant la gémellité parce que c'est pas facile de trouver sa place. J'ai créé, j'ai créé une petite édition qui s'appelle les éditions La Grisette. D'accord. C'est un petit livre où j'ai rassemblé toutes ces femmes oubliées, où j'ai parlé par exemple de Anne Brontë. Parmi les Mhm. sœurs Brontë, elle est un peu l'oubliée. Donc là, c'est aussi Je partage super. en même temps. Voilà, les sœurs Brontë, Mhm. je les ai mis un petit peu en avant parce que Anne, elle était un petit peu oubliée par rapport à Émilie et Charlotte. Et puis, bien sûr, Hélène de Beauvoir, on a beaucoup parlé de Simone, mais très peu de sa sœur Hélène qui était peintre. Donc, D'accord. j'ai tenu à la mettre en avant parce que c'est une femme de valeur qui était très féministe également et c'était un peintre de valeur. Et puis, de manière plus ludique, j'ai mis en avant Simone des Forest, qui était la première femme à avoir son permis de conduire, qui participait aux courses automobiles et qui avait lancé cette fameuse phrase en voiture Simone. D'accord. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Mhm. Et puis, je me posais la question de savoir est-ce que l'on peut aborder des thèmes forts, des sujets forts avec l'art naïf? Bien sûr que oui. Mhm. On en veut pour preuve Frida Kahlo, hein, Mhm. qui peignait avec son cœur, avec ses tripes. Et puis, j'essaie toujours de faire passer des messages assez forts. En ce moment, je suis dans les illustrations du mouchoir d'Arma, qui représente ces femmes en Irlande qui avaient été incarcérées au moment de l'affaire Bobby Sand, si vous vous souvenez. Hein, lui est décédé malheureusement de faim dans sa prison. Mais les femmes qui avaient fait partie de l'IRA, certaines avaient été incarcérées et n'avaient pas été considérées comme prisonnières politiques et, pour se révolter, avaient brodé des mouchoirs pleins de symboles de manière Mhm. naïve. Mhm. Voilà, on peut, avec l'art naïf, transmettre des messages forts. Tout à fait. Et voilà. Si D'accord. vous avez d'autres questions, parce que je sais plus où j'en suis là. D'accord. Non, c'est très bien, c'est très intéressant. Voilà, moi je vous écoutais, j'en avais perdu mes questions. Effectivement, une question peut-être qui peut relier avec notre public actuel, donc des enseignants de français langue étrangère. D'ailleurs, vous avez vous-même enseigné, il me semble, non? On en avait Oui, parlé, oui. hein? Alors, je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire. Je n'ai pas Ah, enseigné l'art plastique. non. Je suis peintre depuis 25 ans. En fait, j'ai toujours Ah, peint, toujours dessiné, mais j'ai enseigné l'économie-gestion, ce qui est moins glamour.
D'accord, d'accord. Oui, mais on peut tout enseigner d'une manière ludique et créative, hein, j'en suis sûr, quand on a ça en nous. Donc, Voilà, donc, la question, c'était effectivement, ben, finalement, comment est-ce qu'on peut faire aimer l'art pictural aux élèves dans un contexte scolaire, par exemple, ou universitaire, hein, d'ailleurs, peu importe. Comment est-ce qu'on peut transmettre sa passion? Là, par exemple, sur la peinture, parfois, les apprenants, notamment les adolescents, sont parfois un petit peu éloignés du monde de la peinture ou des musées, ne viennent pas forcément. Moi, dans mon cas particulier, c'était un peu particulier parce que mon père est restaurateur de meubles d'art et donc j'étais tout le temps dans les musées, dans les collections, dans les réserves. Donc j'ai eu une adolescence un peu différente. Mais je sais que pour beaucoup de collègues, d'amis, leurs ados ont un petit peu du mal parfois à rentrer dans les musées. Comment est-ce qu'on peut leur faire aimer la peinture? alors, je n'aurais qu'un mot, c'est surtout aller voir les peintres vivants. Bon, c'est formidable hein, de connaître l'histoire de l'art avec des peintres morts. On va voir leurs œuvres dans les musées. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est des peintres vivants. Parce que Mhm, nous, les artistes vivants, qu'on ne s'intéresse pas à nous, on en crève, hein. On en crève parce que bah, déjà, il faut vendre nos toiles pour vivre hein, quand on est mhm, professionnel. Et puis en fait, on a l'impression on va être reconnu, mais mort en fait, qu'on va faire partie d'un mouvement, que nos toiles vont passer dans les salles des ventes, mais que nous, voilà, on ne nous prend pas en compte là maintenant. On est vivant et je pense que les élèves seraient ravis d'aller dans les ateliers parce que mhm. les artistes ne demandent que ça, Bien de sûr. recevoir, d'expliquer leur travail. Et eux, ils sont vivants, ils peuvent vraiment expliquer ce qu'ils font, comment ils travaillent. Et, euh, et là, c'est vraiment un point essentiel. C'est vraiment aller dans les ateliers, aller au cinéma, parce qu'en fait, il y a eu plein de films. Il y a eu un film sur Aloïse avec Isabelle Huppert, les biopics. Mhm, Bon, bien sûr, Frida Kahlo, Aloïse, là je viens d'en parler, mais aussi Séraphine de Senlis. Le mhm, cinéma aide énormément. Camille Claudel s'est fait connaître avec le cinéma. Donc, allier le cinéma, les visites d'ateliers, les visites des musées, bien sûr, pour comprendre l'histoire et l'évolution de l'art, des mouvements. Et puis surtout, on ouvre nos ateliers. Venez au Salon d'automne, venez mhm, voir mhm. mon groupe. Donc, à partir du 28 octobre jusqu'au 3 novembre, je vous accueille et je vous fais une déambulation à travers les œuvres. Et je vous explique. Formidable. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, on avait aussi d'autres questions un petit peu plus sur vraiment sur vos peintures, sur vos inspirations. Pourquoi les femmes? Pourquoi la sororité? Pourquoi les loups? Parce qu'il y a aussi un lien avec l'univers du conte qui est assez présent. Alors, je voulais partager un petit peu, j'ai commencé à le faire tout à l'heure, je voulais partager un petit peu votre œuvre pour qu'on voit. Alors, vous pouvez me guider, bien sûr, hein, je vais aller simplement sur votre site. Voilà, sur votre site internet. N'hésitez pas à me dire pour naviguer ailleurs. Voilà, on retrouve hein, ces différentes thématiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus et aussi du lien avec le conte peut-être que vous avez, sur lequel vous avez travaillé? Pourquoi les loups alors? C'était la première question. Pourquoi les loups? Alors, le loup, il est, selon moi, à la fois prédateur et bienfaiteur. Bon, c'est un animal fantastique, fascinant. Mais il peut faire du mal, hein. Il peut aussi être très respectable parce qu'il vit en meute, il est fidèle, enfin, voilà, c'est un bel animal. Et comme j'ai beaucoup de mal à représenter des personnages masculins, parce que je suis beaucoup dans la féminité et j'ai du mal voilà, à représenter des hommes avec mon style d'art. Donc en fait, eh ben, ces loups sont représentés, ce sont des hommes. Mhm, Ce sont les hommes que ces femmes ont rencontrés sur leur chemin. Voilà. Alors, très bien. notamment une toile qui s'appelle Elsa et les loups. Donc, c'est bien sûr, j'ai représenté Elsa Triolet, Mhm, car Elsa Triolet, première femme à avoir eu le prix Goncourt, et je ne l'appelle pas muse parce que elle était autre chose qu'une muse. Elle rencontre plein d'hommes sur son chemin qui lui apportent énormément, mais aussi qui lui font mal. Elle rencontre des femmes des hommes qui la blessent.
Et sur cette toile d'Elsa et les loups, j'ai représenté ces hommes qui traversent sa vie. Mayakovsky, il y a eu aussi donc Louis Aragon, bien sûr, qui lui apporte aussi beaucoup de choses, mais qui aussi l'a fait souffrir. Et Aragon a reconnu son œuvre et son talent lorsqu'il a vu ce qu'elle écrivait, parce elle écrivait au départ en russe, hein, et elle a appris le français, et elle a eu le prix Goncourt avec un livre écrit en français. Donc, c'était vraiment un écrivain majeur qui a été, je trouve, pas assez mis en avant, pas assez oublié un peu, et toujours vu comme muse. Donc ça c'est un petit peu dérangeant parce que Jacqueline Lamba, par exemple, elle est vue comme muse, elle n'est pas vue comme peintre ou photographe. Et là, Dora vous Maar, c'est retrouvez un un peu petit la peu même avec les chose. axes, hein, d'ailleurs, Oui, sur cette oui, oui, thématique, hein, oui, tout à fait. de peindre sur des Oui, femmes oubliées de l'histoire. oui, Ouais, c'est intéressant justement de vous retrouver toutes les deux aujourd'hui parce il y a un lien, hein, effectivement. oui, Je, oui, j'ai aussi apprécié, et je pense que je voulais le partager avec les collègues enseignants, sur votre site internet, hein, donc claudine-loken.com. Vous pouvez aller ici et voir, par exemple, voilà, il y a une page qui s'appelle Œuvres qui parlent, et vous avez un audio de 4 minutes 10, donc ça peut être oui. intéressant aussi pour avoir une écoute autour de cette œuvre. Hein, et donc voilà, n'hésitez pas non seulement à découvrir les tableaux, mais aussi à faire parler, hein, les tableaux. Voilà, très bien. Je crois qu'on avait une toute dernière question. Voilà, ben, simplement savoir sur vos projets futurs, sur quoi vous allez travailler. Est-ce que vous avez un projet actuellement ou quelque chose une direction que vous aimeriez prendre davantage? Alors, j'ai travaillé dernièrement sur un projet de poésie. Donc, un monsieur très amoureux m'a passé commande de 56 illustrations sur 56 poèmes de la langue française. Donc, j'ai illustré ses poésies et il a offert le jour des 56 ans de son épouse ces 56 planches de dessin. Mhm. Et pour immortaliser donc cet objet, puisque c'était dans une boîte, nous en avons fait un un livre poétique D'accord. aux éditions Le Livre d'Art. Voilà, il y a beaucoup d'érotisme à l'intérieur de ce livre, mais il y a aussi des sujets forts. Voilà, Le René nom Char, du livre, le Victor titre, vous Hugo. pouvez le redire, le titre du livre Alors, Résonance singulière, D'accord. voilà, illustration de 56 poésies françaises, Magnifique, hein. édition Le Livre d'Art. Et pourquoi je vous parle de ce projet? Parce que j'ai un projet avec lui. Là, cette fois-ci, c'est pour les 65 ans, son épouse. Voilà, D'accord. donc on recommence, on va faire un autre objet, on va faire autre chose. Donc là, je suis en plein travail. Voilà, et puis bah, projet, bah, si j'avais de l'argent, je monterais un musée, voilà, de toutes ces femmes oubliées, un musée de tous ces peintres, bon, qu'on commence un peu à mettre en avant, hein, bien sûr. Il y a eu plein de choses de faites, bien sûr, mais il y a encore à faire. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Merci, encore une fois, un grand merci. Puis en plus, là, vous faites le lien avec l'intervention que je ferai à la fin sur d'un art à l'autre, hein, donc de passer de Oui, la poésie à la peinture et inversement d'ailleurs, hein, peut-être aussi des pistes pédagogiques pour nos apprenants, très intéressant, pour aller à la découverte d'un art en passant par un autre art, hein, qui parfois facilite. Merci encore beaucoup, Claudine, pour votre présentation magnifique et encore une fois pour votre présence. merci, merci à vous. Voilà, on pourra donc, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'elle puisse y répondre à la fin. Voilà, et maintenant j'accueille Evelyne Mazaillon. Evelyne, on se connaît depuis, ça fait
15 ans, je crois. Et même peut-être plus. Peut-être plus déjà, c'est vrai. Evelyne, voilà, parce que tu travaillais avant donc chez Clé International et donc on a beaucoup voyagé ensemble. Je pense qu'on a voyagé dans une bonne vingtaine de pays ensemble dans ce cadre. Ensuite, eh bien, tu as créé ta propre société InArt à Paris qui propose des immersions dans le domaine culturel et artistique. Voilà, vraiment extraordinaire parce que c'est bien plus qu'une visite, hein, c'est vraiment une immersion, un atelier artistique hein, et unique. Donc, on a décidé de collaborer ensemble avec Evelyne, donc avec InArt et Festifleux, pour intégrer ces ateliers créatifs itinérants à Paris lors des Festifleux, donc lors du séjour hein, du 9 au 15 août pour les enseignants. Voilà, Evelyne, tu es aussi intervenue lors de notre dernier webinaire sur les arts et le patrimoine. Hein, on était ensemble avec mon père Tout à fait. également sur la question du patrimoine et c'était aussi un bon moment. Je vous communiquerai à nouveau sur le chat hein, le lien de ce webinaire si vous voulez le voir. C'est facile, c'est marqué art et patrimoine, festifleux à nouveau et vous pouvez également le retrouver. Voilà, je te laisse la parole. Un Oui, grand merci encore pour ta présence. bah merci à toi, Adrien. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Donc là, je vais simplement faire une petite manipulation. Tu vas me dire si Ouais. tout est bon. Alors, partager. Hop, parce que je vais lancer en fait une petite présentation. Ok, on est bon. Je cherche. Alors, attendez, là, c'est Tout est parti bon. trop vite. Tout est bon. Alors, excusez-moi, simplement, voilà, pour le petit réglage, c'est bon. Alors, bah, bonjour à tous et à toutes. Merci Adrien pour cette invitation. C'est vraiment avec c'est un grand bonheur de participer à ces différents moments festifs et de partager eh bien ma passion pour les arts et le patrimoine et de retrouver le monde du français langue étrangère puisque j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la grande maison d'édition Clé Internationale et du coup bah, j'ai sillonné un petit peu le monde parfois avec Adrien à mes côtés, puisqu'Adrien est auteur chez Clé International. Et c'est comme ça que, voilà, à la rencontre des professeurs de français langue étrangère et à la rencontre et à la découverte, en fait, des différents pays dans lesquels je me suis rendue, j'ai eu l'idée de lancer donc les ateliers InArts qui, comme l'a dit Adrien, proposent en fait de découvrir une ville, et en l'occurrence Paris, à travers les arts et la culture. Et nous avons fait un partenariat avec Festifleur, entre Inarts et Festifleur, pour proposer en fait des séjours immersifs à Paris pour les professeurs de français langue étrangère autour de la thématique du carnet de voyage et voir un petit peu, alors c'est avant tout pour le plaisir pour les professeurs donc d'être à Paris, évidemment de vivre, de créer et de profiter évidemment de leur séjour parisien, mais c'est aussi des pistes ensuite d'exploitation pédagogique de ce qu'ils auront fait eux en présentiel pendant ces journées de découverte culturelle et artistique, et donc ensuite avec un certain nombre d'objectifs pédagogiques qu'ils pourront réexploiter en classe avec leurs élèves. Donc les objectifs pédagogiques, ils sont assez nombreux. Évidemment, il y a tous les objectifs linguistiques hein, au niveau compréhension orale, développement d'un vocabulaire spécifique, etc. Mais c'est aussi bien sûr la médiation culturelle, puisque c'est une façon assez originale de découvrir la France, de découvrir Paris et de découvrir son patrimoine culturel et artistique. Et puis c'est également pour développer toutes les intelligences multiples. J'aimais beaucoup l'intervention tout à l'heure des élèves autour de leur projet artistique de BD et l'intervention de leurs professeurs qui disaient que grâce à cette activité, ils ont vraiment pu se développer et finalement s'épanouir en tant que personnes et que le professeur les a vraiment découverts avec un nouveau jour. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment toutes les intelligences intrapersonnelles que
une pratique artistique peut amener. Donc voilà, c'est à travers tout ça que dans les journées qu'on propose Festifleur à Paris autour des arts et du patrimoine, que les professeurs vont pouvoir eh bien, un petit peu s'entraîner. Donc ces journées, elles sont construites autour de la production d'un carnet de voyage. Donc à la fin du stage, en fait, chaque professeur, chaque participant va rentrer avec son propre carnet de voyage, avec différentes étapes de création qu'on aura explorées ensemble. Et ces carnets de voyage se font donc dans différents quartiers, puisque l'idée, c'est aussi de découvrir Paris et de découvrir aussi plein d'anecdotes culturelles, artistiques sur la ville. Donc là, je vous ai préparé une petite balade. Donc une des journées se fait dans le jardin des Tuileries, donc le jardin des Tuileries qui est juste à côté du palais du Louvre, du musée du Louvre. Vous voyez ici une des ailes du palais où c'est plus précisément le musée des arts décoratifs. Et dans le jardin des Tuileries, vous avez ce musée de l'orangerie qui est vraiment un petit bijou où vous pouvez admirer notamment les nymphéas de Claude Monet, des grands panneaux mis bout à bout, ça fait une centaine de mètres. Et une des activités que l'on propose dans l'après-midi qu'on passe au jardin des Tuileries, c'est de réaliser, en fait, de peindre les nymphéas un petit peu, de s'inspirer de Monet et du cadre merveilleux dans lequel on se trouve pour peindre les nymphéas. Et ici, une des activités, vous voyez le groupe, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les participants. Là, par exemple, chaque participante a fait le croquis, le dessin, c'est avec les crayons aquarellables que l'on fait cette activité. Mais je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, en fait, les carnets finalement se rejoignent. Là, ici, la participante, elle a dessiné cette partie de la fleur et de l'autre côté, une autre. Donc, c'est aussi une jonction, c'est aussi voilà, beaucoup d'interaction, beaucoup de partage dans les ateliers. Ça, en général, ça plaît énormément. C'est un atelier dans la journée passée aux Tuileries. On se trouve juste à côté de la place de la Concorde. Donc évidemment, on va l'explorer avec l'obélisque. L'obélisque qui est d'ailleurs le plus vieux bâtiment de Paris, monument, pardon, de Paris, puisqu'il remonte à l'époque égyptienne. Il a été offert par l'Égypte à la France. Il est arrivé à Paris en 1836. Mais il a été créé à l'époque égyptienne, donc ça en fait le plus vieux monument de Paris. Là, on voit une des participantes en train de faire son croquis. Et donc, ces carnets de voyage ont vraiment un enjeu pluridisciplinaire. On va à la fois faire des croquis, des esquisses, etc., mais on va faire aussi du collage, on va décorer son carnet, un peu style scrapbooking, etc. On va aborder différents médiums. Alors évidemment, ces activités sont vraiment conçues pour être abordables, quel que soit le niveau des participants. Il n'y a pas de prérequis, on n'a pas besoin d'avoir déjà fait un cours de dessin au préalable, mais ça permet d'aborder aussi différents médiums, donc une initiation à l'aquarelle, au feutre, au crayon, etc. Et puis aussi, on collecte tout au long de la semaine, on collecte un menu dans un restaurant ou un billet dans un musée, et évidemment, on va intégrer ça dans son carnet de voyage qui sera finalement un carnet de souvenirs. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Là, on part maintenant dans la deuxième journée. Donc ça, c'est une balade autour du Palais Royal. Donc le Palais Royal, il est tout à côté du musée du Louvre, ici avec la grande cour, la cour centrale qui est décorée des colonnes de Buren. Ensuite, on fait une petite halte à la Bibliothèque nationale de France Richelieu. Cette salle, c'est ce qu'on appelle la salle ovale. C'est une salle c'est une bibliothèque publique, hein, donc qui est accessible au grand public et c'est vraiment un joyau architectural. Ça a été fermé pendant quelques temps, là ça a rouvert récemment et c'est vraiment une belle étape de notre balade. Et évidemment, au fur et à mesure, on fait des activités. Je vous donnerai évidemment des exemples d'activités que l'on fait. Là, il y a une autre salle, c'est la salle Labrouste. Celle-ci, on peut la voir simplement, on ne peut pas rentrer dedans, on la voit de la porte parce qu'elle est réservée aux chercheurs en histoire de l'art notamment. Puis là, on est dans le petit jardin juste à l'extérieur de la bibliothèque Richelieu. Et ce jardin, il a la particularité d'avoir plein de plantes papyrifères
les plantes papyrifères sont des plantes que l'on utilise pour faire le papier. Donc c'est assez intéressant, voilà, de faire le lien entre l'extérieur et les plantes et les livres à l'intérieur de la bibliothèque. En sortant de la bibliothèque, dans un instant, je vais vous emmener en balade dans la galerie Vivienne. La galerie Vivienne, c'est un passage couvert. Il y en avait à peu près 150 et ils ont été construits au milieu du 19e siècle. Et celui-ci est très très bien restauré et vraiment magnifique. On y trouve notamment une très vieille librairie, hein. Là, je suis en train de regarder quelques livres, par exemple, de la librairie à l'extérieur. C'est une librairie qui a été conçue à peu près en même temps que la conception du passage en 1823. Et ça aussi, ça fait vraiment partie des lieux un petit peu moins connus et donc qui méritent de la découverte. Alors évidemment, là, pour le coup, le lieu le plus connu, probablement le musée du Louvre, c'est aussi une des étapes de notre balade, avec la magnifique pyramide de Pei, hein, cet architecte sino-américain. Et à côté du Louvre, finalement entre le Louvre et le jardin du Tuileries où on se trouvait tout à l'heure, on a, on va le voir à l'instant, donc l'Arc de Triomphe du Carrousel, puisque vous le savez peut-être, il y a deux arcs de triomphe, l'un qui se trouve ici devant vos yeux et l'autre qui se situe évidemment tout en haut des Champs-Élysées. On a également la place Colette sur laquelle se trouve la Comédie Française. Donc la place Colette, Colette c'est l'auteur, hein, l'écrivain Colette, aussi une femme, hein, écrivain. Nos deux artistes précédemment nous parlaient d'écrivains et d'artistes femmes. Et donc pourquoi Colette quand on se trouve ici? En fait, la place Colette c'est vraiment à l'entrée du jardin du Palais Royal. Et c'est un jardin qui est extrêmement poétique. Et donc, dans ce jardin, on va jouer avec les mots. Là, ça va plutôt être une activité d'écriture créative. Et on est vraiment très inspiré parce que notamment, comme vous le voyez ici, c'est un banc qui se trouve dans le jardin. Il y a énormément de bancs. Et sur les bancs ont été inscrits des citations d'auteurs. Alors, des citations de Colette, puisque Colette a vécu pendant pas mal d'années dans le jardin, dans un des appartements du jardin qui donne sur le jardin du Palais Royal. Il y a également eu Cocteau, l'artiste Cocteau qui était ici. Donc il y a des citations de Cocteau et des citations de Colette. Et ici, c'est une petite activité que je propose. Là, j'ai fait une photo d'un des précédents festifleux où voilà, les participants doivent retrouver les phrases. Enfin, voilà, il y a tout un jeu avec les mots et ensuite ils doivent également écrire quelques citations par rapport à leur inspiration du moment. Alors, on continue la balade. Donc, après le Palais Royal, on va monter dans le nord de Paris, sur la butte Montmartre, sur les pas des artistes de Montmartre. Là, c'est une activité que l'on fait devant le cabaret du Lapin Agile. Le Lapin Agile, c'est un vieux cabaret qui date du 19e siècle, qui est encore en activité. Et là, on voyait donc les participantes qui posaient devant le Lapin Agile. On a aperçu le Sacré-Cœur, évidemment, la place des Abbesses avec la magnifique bouche de métro, le Moulin Rouge qui est au pied de Montmartre. Ici, le mur des Je t'aime, où Je t'aime est écrit en 250 langues. La très connue place du Tertre qui réunit de très nombreux artistes, les petites rues emblématiques avec les escaliers qui descendent. Et là, on arrive sur la place du bateau lavoir. Alors, la place du bateau lavoir, elle est intéressante dans la mesure où le bateau lavoir, ça a été un des studios d'artistes très, très, très réputés au début du XXe siècle. Et parmi les artistes les plus célèbres qui ont vécu et qui ont travaillé au bateau lavoir, il y a eu Picasso. Picasso, quand il est arrivé d'Espagne, il avait à peu près une vingtaine d'années, on était dans les années 1900, il s'est installé
à Montmartre et il s'est installé au bateau Lavoir. Et c'est ici notamment qu'il a peint Les Demoiselles d'Avignon, qui est une peinture extrêmement importante dans l'histoire de l'art, puisque c'est un petit peu le début de l'art moderne et c'est surtout le début du cubisme. Et donc cette peinture a été réalisée dans le bateau Lavoir. Il n'y avait pas uniquement des peintres au bateau Lavoir, il y avait aussi des écrivains. Et là, on arrive à une activité que je propose sur cette place qui est autour du calligramme. Le calligramme, c'est une activité d'écriture créative qui a été créée par l'écrivain, le poète Apollinaire. Apollinaire qui a vécu donc au bateau Lavoir. Donc là, je vous ai mis sur le côté, donc vous avez un calligramme, c'est un petit poème qui est dessiné. D'accord, ça me fait penser un petit peu aux peintures de Béac. Ça fait un lien avec la présentation précédente. Et donc là, une des activités proposées, c'est on demande en fait aux participants d'écrire un calligramme et finalement de faire le portrait. Là, ça va être une activité en binôme. On va faire le portrait d'une des autres personnes du groupe. Alors donc la personne va se présenter, voilà dire ce qu'elle veut sur elle, et donc l'autre va réaliser le calligramme avec finalement les mots, les informations qu'il aura reçues sur la personne qui a partagé en fait sa vie un petit peu. Et donc ça donne ce genre de résultat. Et c'est en général très bien, c'est très intéressant d'une part pour faire connaissance avec les autres et puis également en tant que production artistique. Une autre activité que l'on propose lorsqu'on est à Montmartre, c'est évidemment une petite activité de dessin pour le Sacré-Cœur. Et là, par rapport aux objectifs pédagogiques, on pourrait même le faire ensuite avec nos élèves pour réviser en fait toutes les formes. Alors, tu fais un carré, un rectangle, un triangle, un cercle, un ovale, un demi-cercle, etc. Avec finalement des phrases relativement simples, on peut dessiner de manière très simplifié, évidemment, le Sacré-Cœur de Montmartre. Et ça fait quand même un sacré souvenir, c'est le cas de le dire, dans son carnet de voyage. Mhm. Voilà, Ah, carnet qu'ont réalisé les festifleuses et les oui. festifleurs. Il n'y avait pas de festifleurs cette fois-ci, il n'y avait que des Non, il n'y avait que festifleuses des femmes. ensemble, hein, voilà, les Tout à fait. participantes de la dernière édition. Exactement. Et donc voilà, donc là je vous ai remis les dates. Donc Adrien, tu confirmes que c'est bien les bonnes dates ou pas? Je ne me suis pas trompée, j'espère Oui, pas. oui, tout à C'est bon? fait. Donc du Là, par contre, 5. tu ne partages pas ton écran actuellement. Ah, pardon. Ouais. J'ai arrêté le partage? Oui, depuis un petit moment. Oui, 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 oui. Ah bah Remets mince, alors je ne sais c'est pas pas ce grave, qui s'est passé. on t'écoutait aussi très bien. Ah, excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte. Moi, j'avais du coup mon écran, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Là, vous le voyez ou pas? Toujours pas? Non. Non? Bon, bah, c'est pas très grave. Donc, du coup, oui, je vous disais, donc, le Festifleux, donc à Paris, au mois d'août. Et du coup, bah, voilà, ce sera un petit Je peu peux vous le les. partager ici. Ah, Voilà, tu je peux le partager, génial. Voilà, ici, il y a le programme hein, effectivement des festifleux. Donc, c'est bien du 5 au 11 août, hein, donc en collaboration avec InArt et également avec SL Immersion, qui est la structure agence de voyage qui organise l'ensemble au niveau de la logistique, de vos accueils, de l'inscription, etc. Donc, voilà, on salue également nos collègues de SL Immersion. Et vous voyez effectivement un programme bien rempli avec des ateliers le matin en salle de formation et l'après-midi, les parcours culturels et créatifs qui sont encore des ateliers, hein, mais en itinérance dans Paris. Voilà, donc un atelier sur exploiter les arts et le patrimoine culturel en classe. Et puis un deuxième atelier plus sur la création artistique, directement faire des œuvres aux apprenants. Mhm. Et voilà, une question a été posée par Aurélie dans le chat. Effectivement, est-ce qu'on a des canevas, etc., des activités déjà prêtes? Oui, tous les participants ressortent à la fin avec un livret en fait d'activités réutilisables, clés en main, bien sûr, pour leur cours. Et là, on retrouve donc tes parcours créatifs, hein, Evelyne, de la place de la Concorde à la pyramide du Louvre, hein, à Oui. travers les jardins des Tuileries, là, à travers Montmartre, hein, qui est Oui. également au programme. Voilà, on visite aussi le musée Carnavalet, qui est un musée très intéressant Oui. sur
l'histoire de Paris, et notamment, hein, mais aussi bien plus large. Et puis la visite du Palais Royal, la Galerie Villiers, enfin, voilà, Ouais. tout ce que tu nous as Et la présenté, tu nous as bibliothèque fait Richelieu. voyager déjà en ligne. Et là, eh bien, du 5 au 11 août, vous pouvez également le vivre en présentiel et en direct sur Paris. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne, Merci, merci. À très bientôt. merci, un grand merci encore Avec pour ta plaisir. présence, hein, voilà, et pour cette belle collaboration, voilà, depuis plusieurs éditions. Oui, tout à Merci. fait. Merci, à très bientôt. Je coupe ma... Merci. Très bien. Voilà, alors dans le partage, je vais vous partager donc ici effectivement le programme. Sachez que, voilà, juste très rapidement, sur le site groupementpayeformation.com, vous pouvez retrouver tous nos stages, hein. Donc là, vous voyez les festifleurs et les festifleuses, les participants des festifleux. Voilà, donc il y a aussi un festival à La Rochelle sur la chanson pendant les francopholies, sur le théâtre à Avignon pendant le Festival d'Avignon, hein. Et voilà, il y a la possibilité de faire les deux stages ensemble. On a appelé ça Art de la scène. On a des webinaires demain sur la chanson, sur le théâtre, justement. Donc n'hésitez pas à venir également suivre ces webinaires. On a également des artistes invités sur ces deux webinaires. Et donc les arts et le patrimoine, hein, du 5 au 11 août cette fois-ci. Voilà, alors je vais enchaîner avec une petite présentation cette fois-ci sur eh bien, l'adaptation artistique en classe de FLE, comment passer d'un art à l'autre, parce que parfois bien, on se rend compte que ça peut être intéressant de passer par un autre biais pour intéresser nos apprenants à une œuvre artistique et bien voir comment est-ce qu'elle peut se transformer. Alors là, je cite un chimiste, Antoine Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme on dit. Effectivement, l'idée, ça va être quand on adapte, hein, eh bien, ça va être de transformer l'œuvre et de se l'approprier également. Et quand on propose à nos apprenants eh bien, de créer des œuvres d'art, on va les inviter à s'approprier ces œuvres d'art, hein, et parfois désacraliser aussi un petit peu leur vision de l'art. Alors, un jeu que l'on fait justement au Festifleux de Paris sur les arts et le patrimoine, eh bien, une petite activité toute simple, hein, et très sympa. Le premier lien que je vais faire, ça va être celui avec le théâtre. Partir de la peinture vers le théâtre. Moi, c'est ma passion première. J'étais comédien et metteur en scène avant d'être enseignant. Et donc, c'est d'abord par le théâtre que j'aimerais rentrer. Donc, ce jeu s'appelle le jeu du tableau humain. Et donc, il est très simple. Il s'agit de mettre vos apprenants en binôme ou en petits groupes et de leur faire choisir un tableau. Et une fois qu'ils ont découvert le tableau, ils le décrivent entre eux, ils voient les postures et ils cherchent à reproduire eh bien, ce tableau à travers leur corps, hein. Donc voilà, je vous ai mis ici trois exemples de tableaux que vous pouvez retrouver, qui ont été réalisés les photos ont été réalisées dans le cadre des formations. Donc la première chose, effectivement, c'est de reproduire corporellement le tableau. Alors, on peut aussi le faire avec une troisième personne qui serait comme le peintre, en quelque sorte, et qui va dire, avance-toi, mets le doigt devant, baisse la tête, lève le doigt. Et donc là, vous voyez, on travaille, par exemple, si on le fait de cette manière, eh bien, on va travailler sur le vocabulaire du corps, sur des verbes comme monte, descend, tourne, etc. Sur également eh bien, en haut, en bas, à droite, à gauche, les indications de lieu. Donc on peut vraiment travailler tout ça. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, ça va aller jusqu'à la théâtralisation, puisqu'on va improviser une scénette à partir de cette posture. Quand on revoit ici le baiser de Klimt, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit à l'oreille, hein, avec ce baiser, mais qu'est-ce qu'elle est en train de lui chuchoter à l'oreille. Et donc ça, finalement, eh bien, on va jouer sur le hors-temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé juste avant le baiser et juste après le baiser de Klimt. Eh bien, qu'est-ce qui s'est déroulé comme histoire. Et donc là, il va y avoir une improvisation théâtrale.
Et puis, on va aussi travailler sur le hors-champ. Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le tableau, mais que l'on pourrait imaginer et développer à travers une petite scénette, encore une fois, de théâtre. Voilà, par exemple, une première adaptation possible. Alors ensuite, on va partir sur la poésie. Alors oui, c'est drôle parce que c'était pas forcément prévu, mais effectivement, eh bien, il y a des liens possibles de la poésie vers le cinéma ou de la poésie vers la peinture, comme nous le disait Claudine, de la poésie vers la BD également. Quand vous travaillez avec des textes poétiques, eh bien, ça peut être intéressant de l'ouvrir et de sortir tout simplement du texte pour aller vers une autre découverte du poème. Alors, la première chose que j'aimerais vous montrer ici, c'est donc, on va commencer par une lecture de James Hoyle sur le déjeuner du matin, un très beau texte de Jacques Prévert. On a souvent l'habitude de travailler avec Jacques Prévert parce que c'est vrai qu'il a une façon d'écrire qui est simple et adaptée à notre public. Et puis, bon, ces textes sont vraiment pour beaucoup et vraiment pour moi très touchants, je trouve. Donc, je vous laisse d'abord, dans un premier temps, écouter alors, je vais juste vérifier que je partage bien le son. Voilà, hop. Et je vous donne tout de suite cette écoute dans un premier temps du poème pour l'avoir en tête avant de voir les adaptations cinématographiques et de bande dessinée. Voilà, je vous laisse lire et écouter. Voilà, juste dans un premier temps. Et après, on va voir les adaptations. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait. Et il a reposé la tasse. Sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier. Sans me parler. Sans me regarder. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur sa tête. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti. Sous la pluie. Sans une parole. Sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main. Et j'ai pleuré. Voilà, donc, pour cette lecture de la poésie, pour se le remettre bien en tête. Quand on lit cette poésie, on se fait des images, forcément, dans la tête. Surtout que là, ici, il y a beaucoup d'action. Donc, on peut imaginer tout ce qui se déroule. On a souvent une représentation. On verra qu'on peut complètement la détourner. La représentation, c'est souvent celle du couple. Le couple qui ne fonctionne plus, une rupture, des difficultés dans le couple. Mais on peut imaginer plein d'autres choses. On peut imaginer que le il serait quelqu'un d'autre, ne serait pas forcément l'homme du couple, par exemple. Et on peut aussi imaginer beaucoup d'autres choses, mais on va le voir dans quelques instants. Euh, Ce que j'aimerais vous dire dans un premier temps, c'est que bien sûr, autant qu'enseignant, on voit ici le passé composé et on se dit, oh là là, c'est formidable, je vais pouvoir travailler sur le passé composé. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est allons au-delà de la pure analyse grammaticale, par exemple, de la poésie, et essayons de transmettre l'émotion qui se dégage dans ce texte. Alors c'est vrai que sur un niveau débutant, vous avez tout le vocabulaire sur le café, la tasse, le lait, la cuillère, donc c'est pratique, évidemment, mais on va essayer d'aller bien au-delà. D'accord. Donc, voilà. Dans un premier temps, j'aimerais vous montrer ici une adaptation sous la forme d'un court-métrage. Alors, on va voir juste un petit exemple sous la forme de court-métrage.
qui a gagné beaucoup de prix. Et ce que je trouve qui est intéressant, c'est de montrer comment le langage cinématographique, finalement, apporte une autre dimension au poème. Il y a des éléments que l'on retrouve à travers l'image qui ne sont pas forcément présentes dans le poème et qui vont nous donner d'autres informations, d'autres éléments et qui vont nous donner une nouvelle lecture finalement du poème. Et c'est vrai qu'on le sait pour nos apprenants, parfois ça peut être intéressant de passer par l'image parce que ça va être plus facile à exploiter que purement du texte et ils vont pouvoir être captivés à travers l'image. Je vous montre ici un petit extrait. Essayez quand vous visionnez l'extrait de penser qu'est-ce qui vous semble ne pas forcément être présent dans l'œuvre, dans le texte, mais comment le langage cinématographique a apporté des nouvelles informations. Je vous ai dit qu'on allait regarder juste un petit extrait. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a, justement, je vous parlais du hors-temps et du hors-champ, on raconte une histoire avec cette poésie. Et donc, on retrouve, par exemple, avec les photos du couple, on voit leur passé, on voit qu'est-ce qui s'est passé avant ce moment présent où on raconte cette histoire. Et puis, on peut imaginer aussi, d'ailleurs, ça sera le cas à la fin, les photos d'après, après une séparation, par exemple, ou à la fin, dans la vidéo, on les voit seuls, chacun, des photos où ils sont tout seuls. On utilise aussi le symbolisme, hein, par exemple, à travers cette rose fanée et en même temps une rose magnifique et une autre qui est fanée, qui va donner un message. Même le première image à travers les chaussures apporte déjà un message sur le fait d'un départ de la part de l'homme. Donc, on voit qu'on peut utiliser on appelle ça en didactique du feu, finalement une compréhension audiovisuelle, c'est-à-dire ne pas simplement être sur de la compréhension écrite du texte, mais sinon aussi de s'appuyer sur des vidéos comme celle-ci pour aller vers une compréhension plus de l'image et à travers l'image faire comprendre le poème. Hein, voilà. Et puis après, comme je vous disais, on peut très bien imaginer autre chose. C'est pas forcément un couple. Hein. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que c'est le père qui ne s'intéresse pas à l'enfant. Et là, c'est intéressant parce que les apprenants, quand ils vont imaginer ça, parfois ils vont parler d'eux ou de personnes qu'ils connaissent, et c'est une manière aussi de connecter avec une certaine réalité. Peut-être que la réalité du couple ne leur parle pas dans la poésie, mais par contre, ils peuvent voir autre chose. Hein, ça peut être la dernière fois qu'ils ont vu leur grand-père, par exemple, et puis il ne s'intéressait pas à eux, il n'était pas présent, il fumait sa cigarette, il buvait son café, puis finalement, il était parti. Ou alors, effectivement, le père, ça peut être... alors après, on joue ces improvisations théâtrales à partir de ce poème également. Et puis, je me rappelle d'une improvisation, c'était en Hongrie, lors de l'université d'été de Hongrie, il y a quelques années également, où une troupe, un des groupes avait proposé le chien et le maître. Hein. Et le maître part
se prépare pour partir et le chien est là et il est catastrophé, il a envie de sortir, il a envie de partir avec son maître, mais le maître, non, imperturbable, remue son café avec sa cuillère, fume sa cigarette, met son chapeau de pluie et s'en va. Voilà. Hein, et ça finissait à la fin, je mets mes pattes sur ma tête et je pleure. Voilà. Donc on voit qu'il y a plein d'exploitations. Comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité de s'approprier l'œuvre artistique, hein, et de ne pas se limiter à sa simple lecture. On peut aussi retrouver, par exemple, Prévert en bande dessinée, hein, donc pour faire le lien aussi avec le Liban. Ici, voilà, vous avez des collections qui s'appellent Petit à Petit, euh, plusieurs livres chez l'éditeur. Donc, petit à petit, il y a toute une collection autour des poètes célèbres et transformés en bande dessinée. Voilà. Et encore une fois, là, ça permet bien de simplifier, d'utiliser l'image pour aller à la découverte de la poésie. Hein, là, ici, je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Mais là, on voit une émotion à travers l'image qui, parfois, n'est pas toujours évidente à identifier directement dans la poésie. Voilà, je vais passer avec une autre type d'adaptation, hein, puisqu'on était sur la thématique des arts au pluriel et de la peinture, mais je voulais l'ouvrir aussi vers d'autres types d'art, notamment de la littérature au cinéma. Un film qui a fait l'actualité là, en 2024 et qui était d'ailleurs dans la sélection du Festival de Cannes. On va reprendre bientôt d'ailleurs notre festifleux à Cannes. Hein. Cette année, il n'y est pas, mais les autres années, on était également au Festival de Cannes pour travailler sur le cinéma. Je vais vous montrer une petite bande-annonce et autant qu'enseignant de français, vous allez me dire, tiens, il n'y a pas des temps verbaux qu'on pourrait utiliser là, ça ne serait pas intéressant pour nous. Alors je pense que ça va vous faire tilt, vous aussi, mais d'abord c'est pour vous montrer comment est-ce qu'une grande œuvre littéraire telle que le Comte de Monte-Cristo eh bien, peut être adaptée avec brio au cinéma. Je vous montre ici la bande-annonce, juste un petit extrait de la bande-annonce, les 35 premières secondes. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Voilà pour ce petit extrait. Bon, je pense que les collègues enseignants ont repéré les mêmes temps. Hein, l'imparfait au début, hein, voilà, très bien, le passé composé, le futur, voilà, dans ce petit extrait de 35 secondes, vous pouvez déjà travailler sur situer l'histoire, hein, voilà, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui s'est passé, et puis qu'est-ce qu'il y aura. Hein, voilà, donc je trouvais que c'était assez intéressant déjà à ce niveau-là. Mais bien sûr, l'idée, ça va être d'aller au-delà du travail sur la langue et d'aller à la découverte, hein, du Comte de Monte-Cristo, mais à travers des bandes annonces, des films, hein, et notamment ce film. Alors, je voulais aussi vous parler de l'adaptation parce que c'est un thème sur lequel j'ai travaillé dans la méthode GEM, une méthode que j'ai publiée avec d'autres auteurs, hein, Anna Léon notamment, qui interviendra demain, notamment, et tous les auteurs de la méthode sur eh bien, cette unité entière sur l'adaptation artistique, comment passer d'une œuvre à l'autre et donc faire découvrir aussi des œuvres d'art aux apprenants. Et j'avais donc sélectionné ce texte, hein, qui est un document authentique. C'est GEM 5, donc c'est le niveau B1, pour savoir comment bien choisir qu'est-ce que l'on souhaite adapter. Oui, parce que le projet
dans cette unité, ça va être en petits groupes, hein, comme vous le voyez ici, de choisir une œuvre littéraire à adapter, vérifier qu'elle correspond bien, hein, aux conditions pour être bien adaptée, et puis ensuite, eh bien, ils vont faire des choix, peut-être ils vont moderniser l'histoire, changer les personnages, changer la fin, s'approprier encore une fois cette histoire pour faire une adaptation, et donc d'étape en étape dans le projet, ils vont adapter une œuvre littéraire, alors sous la forme qu'ils souhaitent. Et donc, ce texte nous donne quelques informations. Hein, donc, par exemple, que Roméo et Juliette a été adapté à l'écran 80 fois, Les Trois Mousquetaires 30 fois, hein, Madame Bovary, les liaisons, pardon, dangereuses, Les Misérables, hein, des classiques qui ont été très largement adaptés au cinéma. Et donc, pour le scénariste, hein, Philippe Lasserie, l'une des clés de cette réussite réside dans le bon choix de l'œuvre à adapter. Il dit l'histoire, quelle que soit l'époque où elle se déroule, doit avoir un écho chez le public qui recevra le film. Voilà, la question que tout réalisateur, producteur, scénariste se pose en amont, c'est en quoi est-ce contemporain? Plus la thématique est contemporaine et plus le public y sera sensible. Voilà. Et après, il donne un exemple hein, avec Germinal, hein, le roman d'Émile Zola, en 1985, et il dit un bouquin qui parle de contestation, de colère, de petits destins face aux puissances, oui, cela a du sens dans la France aujourd'hui. Hein, voilà. Et donc, effectivement, eh bien, ça va être intéressant de l'adapter au cinéma parce que ça nous parle. Et c'est ça qui est important, c'est que ça parle à nos apprenants. Si vous faites de l'adaptation artistique, eh bien, non seulement ça va leur parler parce qu'ils adorent le transformer en BD, parce qu'ils aiment peut-être plus la BD qu'une autre, une autre forme d'art, peut-être, mais aussi parce que l'œuvre originale qu'ils auront choisie, eh bien, ils vont se l'approprier, ils vont y mettre du leur à l'intérieur. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Voilà. Hein, et donc ensuite, on demande dans la méthode d'aller faire des recherches, de voir les différentes adaptations qui existent, hein, etc. Donc, ce genre d'activité, bon, vous pouvez la trouver par exemple là, dans GEM, qui est donc pour les adolescents, mais vous pouvez aussi le formuler, le créer dans vos cours, l'ajouter à vos méthodes de manière à aller au-delà de la simple découverte d'une œuvre d'art, mais aussi de les rendre actifs à l'intérieur du cours et de leur faire créer des adaptations. Voilà, et donc toujours dans GEM, on a travaillé également avec la thématique du théâtre au cinéma. Hein, donc là, c'est pas vers le film, mais comment d'une pièce de théâtre, eh bien, on arrive au cinéma avec donc une pièce qui s'appelle Edmond de Alexis Michalik. Alexis qui d'ailleurs devait nous rejoindre dans ces journées festifleux qui a été, voilà, on a été mis en contact grâce aux organisateurs du festival Oui à Barcelone et on espère vraiment, donc il ne pouvait pas aujourd'hui ni demain par rapport à son calendrier, mais voilà, on espère vraiment pouvoir l'avoir sur un prochain événement que l'on va bientôt programmer. C'est un metteur en scène très connu, qui fait un travail extraordinaire et qui a été très largement récompensé. Hein. Par exemple, sa pièce Edmond a reçu déjà 5 Molières et il a été aussi récompensé comme meilleur auteur francophone de pièces de théâtre. Donc voilà, il y a un travail qui existe hein, déjà depuis plusieurs années et qui a été vu de nombreuses fois. Et donc là, dans cette leçon, eh bien, on travaille sur eh bien, la pièce Edmond, dans un premier temps. On écoute une interview d'Alexis Michalik sur comment est-ce qu'il a adapté finalement et pourquoi il a adapté cette pièce de théâtre en film, puisqu'il existe également une version filmée. Alors je vous laisse ici écouter l'interview, je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps pour vous la diffuser, interview que vous retrouvez également dans la méthode.
500 000 spectateurs au théâtre et le phénomène Edmond n'est pas près de s'arrêter avec la sortie de cette super production sur l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac par un auteur inconnu. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez fait une pièce, mais qu'au départ vous aviez écrit un scénario, vous vouliez vraiment faire un film. Pourquoi ça s'est pas fait? Le sujet c'est le théâtre, il n'y a pas de star attachée au projet. T'es bien gentil Alexis, mais t'as rien réalisé jusqu'à maintenant. Et puis il y a eu la pièce, et en fait la pièce a connu un tel succès, et critique et public, qu'ils se sont dit bon allez, on va tenter le pari. Il écrit depuis longtemps, Rostand. Il a écrit déjà plusieurs pièces, mais ces pièces ont eu un succès, on va dire, mitigé. En une nuit, la nuit du 27 décembre 1897, il va passer de l'ombre à la lumière d'une manière éclatante. Vous avez une obsession, sur scène comme à l'écran, c'est le rythme. Le rire, il tient sur le rythme. La comédie, ça n'est que du rythme. Je voulais éviter de donner un côté théâtre filmé, un peu posé. Je voulais que ça bouge. Vous faites fusion. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aussi virevoltant que ses œuvres, Alexis Michalik est tout à la fois comédien, auteur, metteur en scène et réalisateur. Un touche-à-tout hyperactif. Sarah est là. Sarah? Ouais, chérie. Voilà, c'est intéressant d'ailleurs ce qu'il dit sur le fait de ne pas souhaiter faire du théâtre filmé, parce que adapter, ce n'est pas ça. Adapter, c'est prendre les codes, le langage cinématographique qui est totalement différent du langage théâtral. Par rapport au plan, par exemple, aux grands plans qui vont donner un focus sur les personnages et sur leurs émotions, alors qu'au théâtre, eh bien, on va travailler davantage, par exemple, sur l'illumination à ce niveau-là, pour pouvoir focaliser l'attention du public sur un acteur, un comédien en particulier. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des techniques qui sont différentes et avec brio, parce que le film est également une grande réussite. Il a réussi cette adaptation et également en bande dessinée. Donc, vous retrouvez ici également la bande dessinée aux éditions Rue de Sèvres de Edmond. Donc, toujours la même histoire. Toujours la même histoire ici, voilà, avec une tragicomédie, bien le titre, Hercule Savinien, Cyrano de Bergerac. Mon rôle, Cyrano. Très bien. Est-ce que et qui est-ce? Un poète, un bretteur avec une laideur, voilà. Et puis après, il va y avoir donc toute cette histoire de cet auteur qui effectivement était très très, enfin finalement qui avait déjà pas mal de productions à son œuvre et qui était connu, mais qui tout d'un coup, toute sa carrière va changer, va évoluer avec l'écriture de Cyrano de Bergerac. Donc voilà, je vous invite vraiment d'ailleurs à découvrir la pièce de théâtre si vous ne l'avez pas vue et que vous allez en France. Il joue à Paris et puis toutes ces nouvelles pièces. Moi, j'ai vu Passeport. Donc au festival Oui à Barcelone. Il y a eu un très beau travail qui a été réalisé d'écriture avec l'Escuela Oficial de Idiomas, une école officielle de langue, en collaboration avec le festival, sur les textes de Alexis Michalik, et puis une rencontre qui a été faite aussi très très belle lors du festival. Voilà, donc tout ça, eh bien, ça ouvre des possibilités, ça ouvre de la créativité, des possibilités créatives, j'ai envie de dire plutôt, à mettre en place dans nos cours. Donc encore une fois, de ne pas se limiter à la découverte d'une œuvre ou à l'analyse d'une œuvre, mais aller jusqu'à l'appropriation et la création pour que vos apprenants deviennent eux aussi actifs et artistes. Merci pour votre écoute. Et puis maintenant, eh bien, j'invite l'ensemble des participants à réactiver leur micro, puisqu'on en est au moment et leur caméra également, des questions-réponses. Voilà. Et donc Misbah qui est avec nous et qui a suivi donc toutes les questions sur le chat va pouvoir nous les transmettre pour qu'on puisse y répondre. Voilà, Misbah, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Donc oui, on a eu quelques questions très intéressantes. Alors, quelques-unes ont déjà eu quelques réponses, donc Béatrix notamment. Donc, les participants étaient intéressés de savoir surtout
euh, si tu avais des peintures. Donc, tu as déjà répondu, donc tu peins pas. Il n'y a pas beaucoup de peintures rurales, murales, mais tu en as quelques-unes. Donc, tu en as quelques-unes très intéressantes que tu as partagées. Je te laisse partager l'écran peut-être et les montrer rapidement. Celles que tu as envoyées Ah, sur le chat peut-être, oui, alors si je partage mon écran, vous verrez le chat, oui. il Donc me ça sera semble, non, Adrien? d'accord. Feu, 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 feu. Ben non, je crois qu'on ne voit pas le Non, chat là. alors peut-être. Alors, je vais juste les télécharger rapidement. Hop là, donc juste pour les montrer quelques-unes. Donc pour répondre aux autres questions, Béatrix a notamment une page Instagram, c'est bien ça, Béatrix? Oui, Instagram, Facebook et Blue Sky. Voilà, voilà. Alors Donc je elle est très précise visible. d'ailleurs que voilà, on prononce Bax, mais ça s'écrit Ah bien, B.ax. Voilà. bon, Mais avec at Bax Montpellier, on me trouve, ou Béatrix Vincent, je pense qu'on me trouve assez facilement. Oui, pour voilà. en Donc très revenir visible sur les réseaux. aux fresques murales, il y en a très peu parce que je ne me revendique pas du street art, mais effectivement, j'ai une fresque murale sur trois faces d'un transformateur à Bagneux, en région parisienne. Et puis un grand collage mural aussi sur un pan de mur en Franche-Comté. Mais enfin, c'est vraiment, D'accord, donc voilà, rapidement. Donc voilà, de très belles images. c'est ça, Hop ça là. c'est à Bagneux. Voilà, voilà. Hop là. Ça, c'est un, un grand Excuse. tonneau de vin fait pour un domaine dans le sud de la France qui le décline ensuite en petits tonnelés de 3 litres de vin. C'est le Péchaud. Très bien. Ça, c'est une autre face voilà, du transformateur de Bagneux. Donc Ça, là c'est en aussi, je suis. Franche-Comté, voilà, c'est sur un pan de mur. Mais c'est quand même rare. Et ça, c'était une action qui s'appelle Art Station à Montpellier, qui est inspirée de Art Station à Paris, qui a eu lieu dans le métro parisien et qui, pendant une quinzaine, remplace la pub par de l'art. Voilà. Voilà, donc très intéressant. Merci beaucoup pour ces belles images. Donc normalement, on a répondu à toutes les questions concernant Béatrix. J'espère que je prononce bien. Alors, Oui. question intéressante pour Claudine. Donc, un certain Chagall, est-ce qu'il est un peintre naïf? Donc, Alors, Claudine, ah oui, ça oui. c'est une question très intéressante dans la mesure où il est inclassable. On a essayé de le mettre dans l'art naïf, dans l'art singulier. En fait, je pense que c'est un symboliste. Il fonctionnait énormément avec les symboles, mais en fait, il est inclassable. Il n'a été classé nulle part. Ah oui, Merci beaucoup. Alors, vous nous parliez à la fin, Claudine, d'une commande que vous avez eue d'un monsieur, alors à oui, deux âges différents pour sa femme. Donc, oui, oui, Marina vous demandait si vous aviez la référence du livre, enfin, oui. quelque chose que vous avez pu produire, une publication peut-être. Oui, donc c'est les éditions Le Livre d'Art à Paris qui ont publié ce livre. Donc c'est un livre à 300 exemplaires, donc dédicacé, signé, qui est sur mon site et qui, voilà, tout est sur le site en fait, parce que c'est compliqué de montrer le livre comme ça. Oui, Euh, je vois. D'accord. oui, Donc voilà, Marina, je vous invite à visiter le site de Claudine pour vous renseigner un petit peu plus sur ce qu'elle a fait. Enfin, une question de Stéphanie. Donc, elle demande, alors je pense que c'est une question un petit peu globale pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut exploiter ces idées en FLE? Donc, je pense que la question a été posée à Claudine, mais pourquoi pas aux autres intervenantes aussi. Alors, comment exploiter ces idées en FLE? Donc, Béatrix, vous avez donné un début de réponse avec l'écriture poétique, l'expression des émotions. Peut-être vous voulez développer un petit peu dessus? Oui, mais j'ai vu du lien, moi, entre toutes nos interventions, notamment celle d'Evelyne avec les calligrammes. Et
euh, il y a beaucoup d'autres artistes contemporains de street art qui utilisent l'écriture, notamment à la craie dans la rue, en jouant sur le signifiant et les signifiés. Je pense à Maru par HB, je pense à Petite Poissonne qui écrit, ça fait des petits poinçons en fait, sur les bancs, comme on a vu dans la déambulation parisienne. Il y en a une multitude d'autres. Je pourrais en donner une petite liste que je suis sur Instagram parce que j'aime beaucoup. J'en suis assez friande. Et puis, Adrien a parlé de passer par le corps. Il a parlé du théâtre et des positions qu'on pouvait faire d'après les tableaux. Mais je trouve qu'effectivement, il y a le corps, il y a les émotions, l'expression des émotions, arriver à dépasser le j'aime, j'aime pas. Et pour ça, on a toute une gamme très progressive de vocabulaire à engranger. Il y a notamment la roue de Plutchik sur les émotions qui peut être utilisée jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on part des 5 émotions principales et on trouve sur Internet des espèces de patrons de prismes comme comme une sorte de diamant où à la surface, on a les 5 émotions principales et puis il y a un dégradé de couleurs dans la tranche, si vous voulez, de ce volume. Et on va passer, par exemple, pour ce qui est de la colère, d'une couleur très pâle qui va être la contrariété, jusqu'à une couleur très saturée qui va être la rage. Et il y a des mots à chaque fois pour exprimer cette gradation d'intensité. Donc, c'est un parfait terrain de jeu pour exprimer ses émotions. Merci Et beaucoup, l'émotion, Béat. peut-être exprimer l'émotion de la personne qui regarde le tableau, mais aussi l'émotion de la personne peinte dans le tableau. Ça peut être très intéressant aussi de travailler toujours dans développer la créativité, l'imaginaire, d'imaginer le monologue intérieur de la personne, que ce soit par une bulle, que ce soit par un audio. Tu m'avais parlé, Béatrix, du logiciel ArtStep hein, Oui. pour faire des expositions. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup utilisé en Ah formation oui. formateur depuis. Donc, super intéressant pour créer une exposition à 360 degrés Virtuel, oui. virtuelle. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut faire parler les apprenants devant chaque tableau. Donc en fait, ils créent leur exposition, il y a des canevas déjà préfaits. Ensuite, ils glissent leur tableau, ça peut être leur propre production ou des tableaux existants. Et puis, ils vont écrire quelque chose sur les murs de l'exposition ou sur le tableau associé au tableau et pouvoir parler. Et donc là, on travaille la production orale, la production écrite. Ça peut être pas mal pour utiliser la technologie. On en avait un petit peu parlé dans le dernier webinaire sur les arts et le patrimoine, je me rappelle. Ça peut être effectivement un lien. Et puis les parcours que Evelyne propose à Paris, le fait de circuler, de découvrir, d'aller à la rencontre, bien sûr c'est idéal de le faire en présentiel, mais on peut aussi utiliser Google Street View par exemple, Oui, tout à et fait. aller à la rencontre de street art par exemple. Oui. Parce on sait qu'à tel endroit, on va retrouver l'œuvre de Béax, à tel endroit, et on va donner des indications pour se diriger dans l'espace, pour retrouver, ça devient un jeu de piste pour aller à la découverte Oui. de la rue. Hein, tout à fait. Moi, je peux peut-être témoigner parce qu'il se trouve que très récemment, j'ai revu une des participantes à un festifleur d'il y a 2 ans, une italienne, une professeure italienne, au niveau collège, et qui est revenue à Paris avec son mari pour fêter un anniversaire et qui a repris un atelier, qui s'est inscrit à une des balades InArts, donc en particulier, hein, puisqu'ils peuvent aussi, évidemment, on peut participer aux ateliers InArts à titre particulier et non pas uniquement dans le cadre du festifleur. Et elle m'a fait part en fait du fait qu'elle avait réexploité avec ses élèves certaines activités qu'on avait fait dans l'atelier. Alors évidemment en les adaptant au niveau de leurs élèves, au niveau de ses élèves, mais que du coup ça lui avait été, d'une part elle avait adoré en tant que à titre personnel, mais que ça lui avait été très utile également ensuite pour voilà ajouter un petit peu d'authenticité dans son cours. Super, très Je, bien. je pensais aussi à un autre lien parce que tu as cité, Adrien, plusieurs fois le hors-champ.
Mhm. Et parce que en fait, je suis conseillère pédagogique, donc institutrice à la base, et puis je suis devenue formatrice d'enseignants. Et je me souviens d'un petit livre qui s'appelle Les petites histoires de l'art, Mhm. où par exemple on a la chambre de Van Gogh, et il faut imaginer ce qui s'est passé avant. Donc la chambre de Van Gogh, je ne sais pas si vous imaginez, si vous la revoyez mentalement, elle est très bien rangée. Et on voit les deux étapes d'avant où c'est la mère de Vincent Van Gogh qui envoie un SMS qui dit «J'arrive dans 5 minutes». Et là, on voyait D'accord. une On se chambre sent. complètement, c'était le chaos, la chaise était renversée, le linge était sur le lit, etc. Et hop, 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 vite, 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 il range et on en arrive à la chambre de Van Gogh. Il y avait Mhm. la même chose sur Le Cri de Edward Munch, Et où pourquoi? voilà, il est sur le pont avec une jolie chevelure, il y a un coup de vent, et en fait, c'est une perruque qui s'envole, et là, on le voit horrifié et chauve dans Mhm. la dernière image qu'on connaît. Très bien, super. Hein, voilà. Merci beaucoup. Donc, Alors, voilà, juste une les toute petites dernière histoires question. de l'art, Pardon, hein, à noter. pardon, une toute dernière question. Merci Adrien, merci Béatrix pour ces précisions. Une dernière question pour Sleiman. Donc, j'espère que je prononce pas mal. Concernant ta BD, beaucoup de gens l'ont apprécié jusqu'au point de se demander si c'était des peintures, des photos créées par l'IA. Est-ce que tu peux juste nous en dire plus? Slimane. Oui. Oui, c'est des photos créées par l'IA en assistance avec le frère de mon collègue qui est un designer graphique. Et on s'est aidé de pas mal de peintures et de dessins qui sont faits dans la vraie vie par des aliens. Euh, et même les personnages, on a pris quelques traits caractéristiques de vrais BD. Je me souviens plus lesquels. Super. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, Sleiman. Bien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. J'en ai pas oublié. Alors, une réponse juste pour Marina qui demandait s'il y avait un exemple de carnet. Elle le demandait à Evelyne. Donc, Evelyne nous dit que oui, il existe de nombreux exemples de productions qui sont publiées sur la page Insta de InArts, donc arobase InArts Paris. Et Sur Adrien, notre site, on va mettre tous les liens voilà, de Béatrix, c'est de ça. Claudine, d'Evelyne, voilà, de Super, l'élève merci. qui vous remercie encore chaleureusement. Et vous aurez tous les liens vers leurs travaux. Oui, Misbah, une autre question? Juste Nathalie qui demandait si elle aura accès aux supports, donc les supports utilisés enfin, durant cette présentation. Alors là, ici directement, non. Par contre, on vous les a présentés, donc vous pouvez revoir tout sur le replay. Euh, Voilà, et voilà. Mais par contre, sur les festiflux, effectivement, les stages présentiels, là, vous sortez avec un catalogue complet d'activités, etc., imprimé, etc. Mais là, non, on est sur un format webinaire, donc puis ça appartient à chacun, donc ça serait plus compliqué. Voilà. Très bien. Ben, ce écoutez, sera tout. merci. Un grand merci, Misbah, pour ta présence et participation sur le chat. Un très grand merci à toutes et à tous pour avoir participé, voilà, vous être intéressés et avoir posé autant de questions. Ça fait très plaisir. Encore une fois, un grand merci à Slimane. On va commencer. Bon, Slimane, merci vraiment beaucoup pour ta participation, ta présence. Voilà, bravo à l'ensemble, aux 4 autres artistes qui ont participé au projet. Un grand merci à l'ALEF du Liban, avec qui on travaille depuis de nombreuses années voilà, pour la présence. Et voilà, c'est toujours une grande joie de vous retrouver. Claudine, voilà, encore une fois, merci beaucoup pour avoir été là et pour nous avoir partagé votre passion, votre expertise et connaître mieux vos tableaux. Béatrix, également, c'était un grand plaisir de te retrouver. Et Evelyne, pour nos séjours et parcours. Voilà, on a bien voyagé dans le monde de l'art et à Paris. Donc, encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Et puis, à demain, on se retrouve sur le slam, la chanson et la poésie
à 15 heures, heure de France. Il y aura Mathieu Lippé, qui est un slameur québécois fantastique, qui est là. On a aussi des chanteurs de Malaisie, de Thaïlande, des Philippines, également du Liban qui seront présents. Anna Léon sera là aussi pour parler de corps et gestualité. Donc voilà, on se retrouve à 15 heures, c'est notre prochain rendez-vous. Et le soir, à 18 heures, sur le théâtre, avec une comédienne marocaine, Amal Ayouch, du conte également, enfin beaucoup de choses. Donc ça ne fait que commencer. Je vous dis merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonne soirée et Merci. merci. Merci beaucoup pour Au vous revoir, tous. merci. Un grand Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, merci. Voilà, la diffusion en ligne est terminée. Donc,